Bonjour Hans. Bonjour Seppele, wie geht's? Gut. Oma, elle m'a dit que maintenant t'es un youtubeur. Doch, je travaille pour Astronogeek. Et alors c'est toi que tu fais les vidéos? Non, moi je fais les réclames. Comme NordVPN. Kennst NordVPN? Ah ben yo, je connais NordVPN. Partout sur YouTube, j'entends parler de NordVPN. Mais tu pourrais parler des autres VPN un peu. Oh, was? Bah NordVPN, c'est pas le seul VPN qui existe, hein. Oui, mais NordVPN, moi je les aime bien parce qu'ils sont gentils avec moi. Et puis d'abord, ils font plein de things que les autres VPN ils font pas. Comme quoi, par exemple? Bah les VPN d'habitude ça fait VPN. Ça veut dire que tu fais croire aux internet que tu es connecté ailleurs dans le monde que ce que tu es. Et comme ça tu peux aller sur des sites que tu peux pas autrement. Par exemple louer un hôtel moins cher pour les vacances. Ou aller regarder les films Netflix que tu peux pas voir en France. Oh, mais moi je regarde pas Netflix sur mon ordinateur. Donc si je peux pas connecter ma télé, bah c'est nul. Et bah justement, NordVPN tu peux l'installer sur une télé intelligente. Alors du coup ça marche. Mais en plus, NordVPN, ils font plein de things pour la sécurité que les autres ils font pas. Par exemple, il y a la protection anti-menace qui arrête les virus, les publicités pop-up que tu veux pas, et les 6 cookies. Mais moi j'aime bien les cookies. Mais pas les cookies de Omatomkopf, les cookies que c'est des fichiers de sites internet qui volent des informations sur toi. Ah d'accord. Et puis il y a aussi la surveillance de l'internet sombre que ça s'appelle le dark web, pour voir si tes données personnelles elles traînent quelque part ou ce qu'il faut pas. Et puis alors ils te préviennent. Et puis il y a aussi NordPass, qu'il retient tous tes mots de passe et qui t'en fait des compliqués pour pas qu'on te les vole. Ça fait quand même beaucoup de things que les autres VPN ils font pas, qu'elle. Alors si tu as envie de NordVPN, tu vas sur le lien qui est dans la description, ou tu utilises le code AstronoGeek, ou n'est 4 mois gratuits sur l'abonnement de 2 ans, mais de grosses réductions. Seppele, was machst? Gar nix, Oma. Je t'ai déjà dit de pas vendre des VPN à ton cousin. Bon, tu oublies pas, qu'elle, le lien il est dans la description. Seppele. Oui, Oma. Cette vidéo a été écrite par Guillaume. Et ouais, c'est moi qui suis dans la télé. Et ouais, cool. Hey. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un merveilleux conte de Noël où une fervente croyante rencontre Jésus. Enfin bon, c'est un presque conte de Noël parce que ça se passe un 29 décembre, et c'est un presque Jésus parce qu'il s'agit d'un vaisseau extraterrestre. Mais bon, si on s'arrête à tous les détails, on va pas s'en sortir. Les protagonistes de cette histoire sont un petit garçon de 7 ans, sa grand-mère de 57 ans et une amie à elle, âgée de 50 ans. L'endroit, nous sommes pour ainsi dire dans la grande banlieue de Houston au Texas, à une vingtaine de kilomètres de la capitale. L'histoire, une rencontre du deuxième type que l'on retrouve dans le top 10 mondial des cas d'OVNI les plus spectaculaires et inexpliqués, impliquant l'armée des États-Unis et une source inconnue de radiation. L'épreuve, des séquelles physiques pendant plusieurs mois. Les 2 femmes sont gravement irradiées, dont une qui développera de multiples cancers, et un petit garçon psychologiquement traumatisé. Aujourd'hui, on parle de longueur d'onde et de radiation dans le cas d'OVNI connu sous le nom de l'affaire Cash Landrum. Nous allons donc nous intéresser au petit Colby Landrum, âgé de 7 ans. Suite à l'abandon par ses parents, il est élevé par sa grand-mère Vicky Landrum, âgée de 60 ans, à gauche sur la photo. Ce soir-là, ils sont accompagnés par Betty Cash, une amie et voisine âgée de 50 ans, et ici à droite. Tous habitent à Dayton, à une quarantaine de kilomètres au nord-est de Houston, au Texas.
Nous sommes le lundi 29 décembre 1980. En début de soirée, Vicky et Betty décident, comme elles le font souvent, d'aller faire un bingo à Cleveland, à 30 minutes de voiture plus au nord. Emmenant avec elle le jeune Colby, le trio embarque dans la Cutlass Oldsmobile flambant neuve que Betty vient de recevoir en cadeau de Noël. La route se passe bien, mais hélas, arrivée sur place, point de bingo. En cette période de fête, ceux-ci sont suspendus. Habituée de ces événements sur la région, elle décide de se rendre dans la ville de New Caney, toute proche, pour de nouveau tenter leur chance. Mais voilà, les mêmes causes produisant les mêmes effets, cette salle est également fermée pour les fêtes. 2 échecs, 1 heure de voiture, un enfant déçu et une soirée qui tombe à l'eau. Pour garder le moral, une halte dans un petit restaurant de buffet à volonté s'impose. Le repas fini et la nuit noire étant tombée depuis longtemps, il ne reste qu'à retourner à Dayton. Il est environ 20h, Betty reprend le volant pour 45 km et autant de minutes de route, sur un trajet qu'elle connaît bien. Peu à peu, New Caney s'éloigne dans le rétroviseur et la Cutlass Oldsmobile arrive dans une zone moins urbanisée. Ils se trouvent alors sur la Farm Market 1485, bordée de part et d'autre de chênes et de hauts pins. Sur la droite, le jeune Colby entrevoit derrière les cimes une lumière très brillante que sa grand-mère Vicky voit également. Rien d'exceptionnel cependant, avec le tout proche aéroport international de Houston et ses millions de passagers annuels. La voiture continue sa route, prend une très large courbe et les voilà à présent sur la Huffman Cleveland Road. Une longue ligne droite de 7 km, plate et toujours bordée d'arbres, s'étend devant eux. Et de nouveau, une lumière vive sur la droite qui disparaît peu après. Mais alors qu'elles arrivent au bout de la route, la soirée, non, leur vie vont basculer. La chose brillante qu'elles voient depuis quelques minutes les a-t-elle suivies? S'agit-il d'un hasard? Toujours est-il qu'elle se rapproche maintenant de plus en plus, illuminant le ciel d'un éclat aveuglant et venant se placer devant elle, à la verticale, sur la route. Les 2 femmes et l'enfant décrivent un objet en forme de diamant, un peu comme un losange au sommet aplati. L'éblouissement qu'il provoque rend ces détails difficiles à distinguer, mais l'objet dispose de façon certaine d'une lumière à chacun de ses sommets. De sa base sort un puissant jet de flamme de couleur jaune orangé et Vicky, craignant d'être brûlée par celui-ci, hurle à Becky de stopper la voiture. Cette dernière s'exécute et elles observent terrifiées l'étrange phénomène. L'appareil est à moins de 40 mètres devant elles, au niveau de la cime des arbres, et descend lentement. Malgré la distance et bien qu'étant dans la voiture, elles ressentent une chaleur intense qui surchauffe l'habitacle. Le moteur, lui, vient de caler. Mais plus que tout, ce sont les dimensions du gigantesque aéronef qui les impressionnent. De la taille d'un château d'eau, le décriront-elles. Soit une 40aine de mètres de haut et moitié moins de large. Pour vous donner une idée, c'est quasiment la taille de la navette spatiale américaine. Vous savez, le truc qu'on pouvait transporter à dos de Boeing. Elles affirment dans leur témoignage qu'à bout de bras, une main ne suffit pas à masquer l'apparition pourtant située à plusieurs dizaines de mètres. L'objet est aussi très bruyant. D'abord à cause des flammes à sa base, d'intensité variable, qui font un bruit qu'elles disent semblable aux freins pneumatiques de camion, une sorte de gros pshhh, mais en continu. En plus de celui-ci, se fait entendre un grondement assourdissant comme un train de marchandises roulant avec de façon intermittente une sorte de bip qui résonne. Assise sur le siège passager, Vicky, la grand-mère du petit Colby, est la première à descendre. Elle reste là sur le côté droit de la voiture, une main sur la portière. Le jeune garçon, lui, ne peut pas sortir. Les Oldsmobile Cutlass sont des 3 portes. Effrayé, seul dans la voiture et se sentant prisonnier sur la banquette arrière, il tente de sortir, crie, pleure et hurle. Sa grand-mère rentre donc en voiture pour le rassurer au bout de 2 à 3 minutes. Et elle le fait avec sincérité, car fervente croyante, elle voit dans ce phénomène l'annonciation de la fin des temps et du jugement dernier. Elle explique donc au garçon effrayé que les cieux vont s'ouvrir en 2, que le monde est arrivé à sa fin et que Jésus va émerger de la lumière. Il ne faudra donc pas avoir peur lorsqu'un grand homme viendra vers eux pour leur parler et les emmener vers un monde meilleur. Bon, à 7 ans, je suis pas sûr que ce genre de phrase, dans ce genre de situation, m'aurait rassuré. Enfin bon, je suis pas texan. Betty Cash, elle, sort à peu près en même temps que son amie. Après avoir refermé sa portière, elle fait quelques pas vers la mystérieuse apparition, en dépit de l'intense chaleur qui s'en dégage. Alors que Vicky est déjà retournée à l'abri du véhicule, Betty reste quelques minutes de plus à s'exposer à la lumière éclatante du phénomène. 6 à 7 minutes au total, estime-t-elle. Passé ce temps, elle veut retourner dans la voiture, mais étouffe un cri en posant sa main sur la poignée de la porte.
celle-ci est brûlante. Se protégeant avec la poche de son blouson de cuir du métal surchauffé, elle parvient enfin à se réfugier dans l'Oldsmobile. C'est alors que l'engin, jusque-là statique, commence à reprendre de l'altitude. La puissante flamme s'éteint brusquement, mais l'objet reste très brillant et semble se diriger vers l'ouest, en direction de l'aéroport international de Houston. Un peu moins éblouies au bout de quelques secondes, Betty et Vicky observent stupéfaites un ciel rempli d'hélicoptères, dont certains à double rotor semblant sortis de nulle part. Au moins une douzaine selon Vicky Landrum, 23 d'après Betty Cash qui en réalisera un dessin sommaire. Elle montre celui-ci à son frère, militaire retraité et ancien de l'Air Force pendant 30 ans, qui identifiera un transporteur de troupes de type Chinook CH-47. Un élément à noter. Betty Cash dira dans ses témoignages ultérieurs qu'elle a vu clairement l'inscription United States Air Force sur les appareils. Balayant le sol grâce à de puissants projecteurs, les hélicoptères entourent et semblent escorter l'étrange ovni. L'escadrille s'éloigne peu à peu et une fois sa stupeur passée, Betty remet le contact pour continuer sa route, non sans actionner la climatisation pour chasser la chaleur étouffante de l'habitacle. Plus loin sur le trajet, elles reverront encore 2 ou 3 fois l'ovni et son escorte de CH-47 au loin. De l'apparition de l'objet face à elle sur la route à sa dernière vue, la rencontre a duré de 15 à 20 minutes. Enfin arrivée à Dayton sans se dire un mot, Betty Cash dépose Vicky et Colby Landrum, puis arrive chez elle un peu avant 22h. Elle échange brièvement avec sa nièce et son petit-fils, mais sans parler des événements qu'elle vient de vivre, et va se coucher épuisée. Ce cas pourrait s'arrêter là qui serait déjà extraordinaire. Ce que nous avons là est littéralement un objet volant non identifié. D'abord une lumière plus ou moins lointaine, puis un objet brillant difficile à identifier, mais bon, pas de photos, de vidéos ou d'éléments tangibles. Pas de preuves, fin de l'histoire ? Non, pas ici. Car passé le choc psychologique de cette rencontre avec l'inconnu, ce sont les conséquences physiques qui se manifestent très vite. Dans les heures qui suivent en fait. Commençons par les blessures de Betty Cash qui est restée le plus longtemps hors de la voiture à observer l'engin. À son réveil le lendemain, elle constate que sa peau est, je cite, rouge comme si elle était restée toute la journée au soleil en plein mois d'août à la plage. Histoire de reprendre ses mots. Ses yeux sont irrités, larmoyants, la brûlent, et sont tellement gonflés qu'elle ne peut presque pas les ouvrir. Sur un côté de son visage, son cou, ses lèvres et ses oreilles ont gonflé également, obligeant sa famille à lui retirer ses boucles d'oreilles. Alors que la veille au soir au restaurant, elle avait bien profité du buffet composé de charcuterie, d'œufs et autres plats, la voici à présent nauséeuse, incapable d'avaler quoi que ce soit sans se sentir mal et vomir. Ses proches, qui tentent de lui apporter à manger, doivent bien vite renoncer à l'idée. Elle est tellement faible qu'elle ne peut se lever seule de son lit. Elle aura également besoin de leur aide pour se rendre aux toilettes, atteinte de diarrhée et de maux de ventre. Comme si cela ne suffisait pas, elle souffre d'un violent mal de tête, sur son visage apparaissent de petites cloques semblables à celles causées par des brûlures, et elle perd ses cheveux par poignées entières. De son côté, Vicky Landrum n'est pas épargnée et souffre elle aussi de symptômes similaires. Rougeur de peau, douleur intestinale et diarrhée pendant plusieurs jours. Elle aussi présente une importante perte de cheveux. Les ongles de la main qu'elle avait posés sur la portière pendant les quelques minutes passées hors de la voiture présentent également des lésions. Comme son amie, elle souffre d'une irritation des yeux et d'une dégradation de sa vision. En effet, si avant l'incident elle ne portait des lunettes que pour la lecture, elle doit, quelques jours après l'incident, en porter en permanence. Elle déclare également voir trouble, comme au travers d'un léger voile. Ce phénomène s'estompe si elle frotte ses yeux, mais son médecin craint le développement possible d'une cataracte sous 6 à 12 mois. Le jeune Colby, lui, a été moins sévèrement touché par ce qui a affecté sa grand-mère et son amie. Bien que d'intensité moindre, il présente aussi une rougeur au visage, semblable à un fort coup de soleil, souffre de douleurs abdominales, de fortes diarrhées pendant plusieurs jours et d'irritation oculaire. Mais c'est surtout psychologiquement que le garçon de 7 ans est atteint. Pendant 3 semaines, pas une nuit ne passe sans qu'il ne fasse de cauchemars. Il fait aussi de l'énurésie, en partie due au fait qu'il refuse maintenant de se lever de son lit pour aller aux toilettes la nuit. Enfin, plus question pour lui de monter en voiture une fois le soleil couché, et ses résultats scolaires chutent plusieurs mois durant. Ça vous semble énorme comme séquelle ? C'est que le début. Si Madame Landrum refuse d'aller voir un médecin à cause des frais que cela occasionne, l'état de Betty Cash en revanche ne lui laisse guère le choix.
Après 4 jours à souffrir chez elle et sans amélioration de son état, elle est hospitalisée à l'hôpital général Parkway de Houston pour 15 jours. À son admission, l'infirmière demandera s'il s'agit d'une admission pour brûlure. À noter cependant qu'elle ne dit rien aux équipes médicales de sa rencontre avec l'OVNI, par peur des moqueries ou de passer pour une folle. Un autre fait étonnant est qu'en plus des soins qu'elle reçoit, diverses analyses sanguines, prélèvements et biopsies sont effectuées mais ne révèlent rien d'anormal. Le seul point positif est que Betty Landrum ayant subi un pontage coronarien 2 ans plus tôt, son cardiologue constate avec soulagement que son cœur va bien. Après ce séjour qui a vu sa santé s'améliorer, elle peut rentrer chez elle, où son état reste stationnaire. Pourtant revenue au calme de son foyer, ses intenses céphalées persistent, l'appétit ne revient pas, et elle est constamment épuisée. Elle est de nouveau hospitalisée pour 2 semaines avant de mettre fin à son séjour, le total de ses frais médicaux atteignant alors près de 40 000 $ actuels, sans assurance médicale pour les couvrir. Voilà pour les événements de ce 29 décembre 1980 et leurs conséquences immédiates. À plus long terme, Betty devra subir en mars 1983 une mastectomie, suite à la découverte de nodules dans son sein droit. En mai, elle fera une attaque cardiaque et elle subira en juin de la même année une seconde mastectomie. Elle se remettra pourtant de ces difficiles opérations et ne connaîtra pas d'autres soucis majeurs de santé. Colby et Vicki Landrum verront leurs états physiques et psychiques s'améliorer au fil des mois, jusqu'à se remettre complètement. Mais notons quelques points avant de continuer. Tout d'abord, si Vicki Landrum a considéré, sous le coup de la peur, que l'apparition était de nature mystique, elle admet très vite que Dieu n'a rien à voir avec ce qui est arrivé. Du fait de la présence des hélicoptères, elle considère qu'un appareil militaire est impliqué, ou en tout cas que l'affaire a un rapport avec l'armée. Pour Betty Cash aussi, l'État, le gouvernement ou l'armée sont les uniques responsables. Elle précisera dans plusieurs interviews ne pas croire aux extraterrestres. Le second point est que toutes deux ont mis beaucoup de temps à évoquer cette histoire avec leurs proches ou les autorités médicales, de peur de passer pour folles ou d'être ridiculisées. C'est le jeune Colby, au détour d'une phrase à l'hôpital, qui évoquera l'incident et forcera Betty à détailler sa mystérieuse rencontre au médecin. Ceux-ci, faute de mieux, s'orienteront sur la piste d'une irradiation pour expliquer les symptômes. De même, aucune déclaration ou plainte n'est déposée auprès des services de police ou d'une quelconque autorité. Et enfin, troisième point, s'il y a bien eu en début d'année 1 ou 2 articles dans la presse locale, ils ne sont pas du fait de Vicki et Betty. Ce ne sont pas elles qui ont contacté les journalistes et Vicki est même mécontente du traitement de l'affaire, surtout quand elle lit que son petit-fils n'aurait pas été blessé dans l'incident, sachant l'impact psychologique que la rencontre avait eu sur lui. Non, la seule chose qu'elle souhaite, quelques semaines après l'incident et une fois peu à peu remise sur pied, c'est savoir ce qui s'est passé. Comprendre les événements de cette nuit-là, parce que, comme le dira Betty en interview quelques années plus tard, si cela nous est arrivé, alors ça peut arriver à n'importe qui. En février 81, nous sommes 2 mois après les faits et Betty sort à peine de son 2e séjour hospitalier. Vicki Landrum contacte le National UFO Reporting Center à la recherche d'aide pour trouver les responsables de l'état de santé de son ami. Après plusieurs échanges, l'enquête est prise en main par John Schuessler, fondateur du MUFON, une association de recherche ufologique basée au Texas. John Schuessler est également ingénieur à la NASA et a participé au programme Gemini, Apollo et la navette spatiale. On reviendra sur son enquête plus tard, restons pour le moment sur Betty et Vicki. Un événement va leur donner une occasion de peut-être obtenir des réponses. En avril 81, alors que le jeune Colby se rétablit tout juste de ses épreuves, un hélicoptère Chinook CH-47, identique à ceux aperçus avec l'OVNI, survole sa maison. Le garçon est effrayé, mais sa grand-mère et Betty, apprenant qu'il y a un show aérien à proximité, décident de l'amener sur place. Il pourra alors observer l'appareil au sol, probablement le visiter et peut-être ainsi calmer ses angoisses. Et l'idée est plutôt bonne. Comme beaucoup d'autres curieux ce jour-là, Colby peut monter dans l'imposante machine et se fera même prendre en photo pour immortaliser la journée. Le pilote étant près de l'hélicoptère, Mesdames Landrum et Cash en profitent pour lui demander s'il avait déjà vu un ovni dans sa carrière. Et celui-ci répond qu'en effet, il a déjà été envoyé en mission d'enquête sur un tel cas. Le pilote précise même que c'était suite à un signalement à sa base du shérif du comté de Montgomery. Tenant enfin une piste, elles informent le pilote qu'elles ont elles aussi été témoins et même blessées lors de cet incident. Mais le pilote met alors fin à l'échange et leur demande de partir.
Par la suite, Becky et Vicky écriront à plusieurs sénateurs et parviendront à obtenir un rendez-vous en août 81 à la base de l'US Air Force de Bergstrom. L'entretien d'1 heure avec les capitaines John Camp et Terry Davis ne leur apprendra hélas rien de plus sur les événements qui les ont affectés. Lors de cet échange, il ressort cependant que ni l'armée ni le gouvernement n'enquêtent plus sur les affaires d'OVNI depuis 1969 et la fin du projet Blue Book. Le Congrès estime en effet qu'il est inutile de dépenser des fonds publics pour cela, étant donné que de nombreuses associations ufologiques s'occupent déjà de ces dossiers. Les capitaines leur conseillent donc de se tourner vers ce genre d'enquêteurs privés afin d'obtenir des réponses. Proposition rejetée de concert par les deux femmes. Certains enquêteurs les ont déjà contactés et elles les considèrent, pour reprendre leurs mots, comme des charlatans et des escrocs qui ne sont pas là pour la vérité mais pour vendre leurs histoires et se faire quelques dollars. Promis, c'est elles qui le disent. Comme quoi je suis pas le seul. Finalement, tout ce qui leur est proposé à l'issue de la réunion est de remplir un formulaire de dépôt de plainte contre l'US Air Force, les deux gradés leur conseillant de se faire aider par un avocat spécialiste. Elles entreront alors en contact avec le procureur Peter Gersten, qui prendra en charge gratuitement leur affaire. Betty Cash et Vicky Landrum dirigent leur plainte contre le gouvernement fédéral en réclamant 20 millions de dollars en compensation des frais médicaux, dommages physiques et conséquences psychologiques de l'événement. Voilà donc l'histoire de ces deux femmes et du jeune Colby, telle qu'elles la racontent dans leur premier témoignage. Comme je vous l'ai mentionné, John Schuessler, fondateur et enquêteur du groupe ufologique MUFON, s'implique dans l'affaire en février 81 suite aux démarches de Vicky pour comprendre ce qui était arrivé à son ami. Suivons son enquête. Il recueille bien sûr leurs témoignages, se rend sur les lieux de la rencontre où il constate des traces de brûlures au sol et sur plusieurs arbres alentours. Étant donné l'état de santé des témoins et de Betty en particulier, il s'intéresse évidemment aux différents rapports médicaux produits lors de ses séjours hospitaliers. Et à partir de ces différents indices, il échafaude sa théorie. John Schuessler va postuler que les problèmes médicaux observés sont le résultat de rayonnements ionisants, et plus précisément des rayons gamma, émis par l'OVNI. À cette époque, l'enquêteur pense qu'une arme atomique a été transportée ce soir-là, ou qu'un engin extraterrestre à propulsion nucléaire aurait malheureusement croisé la route des trois témoins. L'implication du gouvernement ou de l'armée ne fait pour lui aucun doute. Certitude renforcée par le témoignage du pilote militaire du CH-47, qui a reconnu être intervenu sur ce cas d'OVNI, avant de se rétracter. C'est ce déroulement des faits qu'il soutiendra dans les articles, les conférences, reportages et autres reconstitutions pour la télévision qui auront lieu cette année-là et les suivantes. En 1998, dans son livre The Cash Landrum UFO Incident, il complétera son hypothèse. Les extraterrestres sont présents en grand nombre sur Terre, le gouvernement américain est au courant mais ne peut rien y faire à part les escorter. C'est dans ce cadre que la rencontre fortuite avec les Cash Landrum aurait eu lieu. A noter d'ailleurs que les différentes illustrations de couverture au fil des rééditions, reproduisant l'engin présent ce soir-là, ont été réalisées par sa femme, Cathy Schuessler. C'est en grande partie de ce livre et des reconstitutions télévisées auxquelles il a participé que sont tirées les versions de l'histoire que l'on trouve aujourd'hui en ligne et sur YouTube. Alors, admettons. Admettons que les éléments matériels décrits soient exacts sans préjuger pour le moment de leur origine extraterrestre ou non. Mettons-nous dans la peau d'enquêteurs, essayons de faire des déductions sur des bases scientifiques et de déterminer ensuite ce que l'objet pouvait être ou ne pas être. On commence avec l'aéronef d'aspect métallique mesurant 20 mètres sur 40 qui se maintient en l'air avec un système de propulsion générant de grandes flammes d'un vif jaune-orangé. Cet élément nous apprend déjà qu'il ne s'agissait pas d'une propulsion à base d'oxygène et d'hydrogène, qui produirait sinon une lumière bleutée comme les moteurs de la navette spatiale par exemple. Il pourrait s'agir d'un ergol solide à poudre qui produit bien, lui, cette couleur jaune clair, ou blanche très brillante. Mais le problème de ces ergols est qu'une fois démarrée, la combustion ne peut être stoppée. Pas grave pour un lanceur, mais pour un vaisseau qui s'en sert pour se stabiliser avant de repartir, le choix n'est guère judicieux. Il ne pourrait faire cette manœuvre qu'une seule fois. On peut alors partir sur l'hypothèse d'un dérivé du kérosène, comme sur les lanceurs Soyuz ou Falcon 9. On obtient la bonne couleur de combustion et cette solution permet plusieurs allumages. Les quelques milliers de degrés en sortie de tuyère expliquent alors aisément les traces de brûlure au sol et dans les arbres constatées par John Schuessler, ainsi que le bruit assourdissant rapporté par les témoins. Mais bon, à supposer quand même que ce soit une tuyère super silencieuse par rapport à nos modèles terriens. Parce qu'à cette distance, les lésions graves et une perte d'audition irréversible seraient certains.
Mais supposons. Passons aux témoins. Toujours en se concentrant sur l'événement initial, la fournaise des gaz de combustion explique la chaleur ressentie à l'extérieur et à l'intérieur de la voiture, ainsi que la poignée brûlante qui oblige Betty à se protéger la main pour ouvrir sa portière. D'autre part, l'exposition prolongée à une telle source brûlante peut expliquer les problèmes oculaires, la peau rougie et les gonflements sur les parties exposées. Ce coup de chaud peut provoquer les maux de tête du lendemain, des malaises et des vomissements. Ce sont des symptômes que l'on retrouve dans le cas de coups de soleil intenses par exemple. Mais ça n'explique pas tout. Si l'enquêteur Schussler avait retenu l'hypothèse d'une irradiation, c'était pour ces symptômes, mais surtout pour la perte de cheveux et la persistance dans le temps des lésions. L'apparition d'un cancer chez Betty 3 ans plus tard va également dans ce sens, même si, médicalement, c'est un peu discutable. Dans les faits, une leucémie ou un cancer de la thyroïde peuvent apparaître dans ce délai, mais c'est pas son cas. La littérature scientifique indique plutôt que les cancers radio-induits mettent minimum 5 ans à se déclarer, et plus généralement entre 10 et 20 ans. Mais bon, là encore, admettons un cas particulier. La théorie de la radioactivité explique aussi pourquoi Betty est la plus affectée, étant restée la plus longtemps hors de la voiture. Vicky n'aurait eu que des conséquences légères puisque seulement exposée 2 à 3 minutes, et Colby aucune séquelle physique puisqu'il n'a pas quitté le véhicule. Alors, explorons cette piste, et ça tombe bien parce que les effets des radiations, ou rayonnements ionisants, sont plutôt bien connus et depuis longtemps. Commençons parce que ces éventuels rayonnements n'étaient pas. Il ne s'agissait déjà pas de rayonnements alpha. Ceux-ci sont stoppés par une simple feuille de papier. S'ils peuvent causer les rougeurs, ils n'auraient pas affecté les physiologies des témoins au point de causer la perte des cheveux, les vomissements et autres symptômes sévères. De même pour les rayonnements bêta. Ils pénètrent très mal les tissus, n'auraient pas causé ces symptômes, mais auraient bien été arrêtés par la voiture, expliquant que le jeune garçon resté à l'arrière soit indemne. Les rayons gamma sont finalement la meilleure option. Ils sont utilisés en imagerie médicale où on sait qu'ils traversent très bien le corps humain. À haute dose, ils provoquent effectivement les symptômes évoqués, dont la perte de cheveux temporaire, comme c'est le cas ici. Alors ça y est, on a notre coupable et notre preuve ? Oui et non, mais plutôt non. Il est tout à fait possible d'être irradié au point d'avoir dans les heures qui suivent des malaises, vomissements, rougeurs et gonflements comparables à un très violent coup de soleil. Après cette phase qui dure de quelques heures à quelques jours, la personne irradiée va ensuite mieux et son état se stabilise. C'est ce qu'on appelle la période de latence. Et jusque-là, nous sommes proches de ce qu'a vécu Betty Cash. Non, le problème, c'est que si vous avez ces symptômes dans les heures qui suivent l'exposition aux radiations, c'est que la dose reçue est à coup sûr mortelle. On appelle ça un syndrome d'irradiation aiguë. En effet, à ces niveaux d'énergie, la totalité de votre ADN est irrémédiablement détruit dans chacun de vos organes. En clair, vos cellules ne se reproduisent plus, elles ne se réparent plus, elles meurent. Les cellules de votre intestin ont une durée de vie de 3 à 5 jours. Sans un renouvellement constant passé ce délai, vous n'avez plus d'intestin. De la même façon, vous perdrez vos globules rouges, vos défenses immunitaires, tous vos organes lâchent les uns après les autres, vous ne survivrez pas plus d'une dizaine de jours dans le meilleur des cas. Et pas en bonne santé. Du tout. Donc, allez revoir ma vidéo sur le Demon Core, mais bon, loin de l'heure du repas si vous pouvez. De plus, rappelons que les analyses sanguines effectuées lors de ces 2 séjours hospitaliers n'ont révélé aucune anomalie. Et Betty Cash, elle, a vécu 18 ans après ces événements, et le cancer qu'elle a développé 3 ans plus tard ne peut pas être assimilé à « ce sont les radiations qui ont failli la tuer ». Je vous cite un extrait du rapport d'un physicien sollicité à propos du cas de Betty. Il n'y a pas de « presque » à ce sujet. Vous ne pouvez pas dire qu'elle est presque morte à cause d'un rayonnement ionisant. Elle et les 2 Landrum auraient dû être tous les 3 morts dans les jours suivants s'il s'agissait d'une dose massive de rayonnement. Vous pouvez demander à n'importe quel biologiste spécialisé dans l'étude des rayonnements ionisants, il vous dira que personne n'a jamais survécu à une dose de 1000 ou 2000 rem dans l'histoire. Et ça on le sait, parce que rappelez-vous, il y a eu des milliers de cas à Hiroshima et Nagasaki. C'est là une autre faiblesse de la théorie de l'irradiation. Seuls des rayonnements gamma auraient pu provoquer de tels symptômes, mais à ces doses, être à l'extérieur ou même caché dans le coffre de la voiture n'aurait rien changé à la quantité de rayonnement reçu. Les symptômes auraient été les mêmes pour les 3 témoins. Et ici, permettez que j'en remette une couche sur l'obsession des ufologues pour la radioactivité des ovnis, et surtout sur le fait qu'ils ne semblent pas y connaître grand-chose en radioactivité. Et je prétends pas être un expert moi-même,
Mais au moins je me renseigne. En février 81, John Schuessler inspecte la voiture de Betty avec son compteur Geiger et ne trouve aucune trace de radioactivité. Et il trouve ça étrange, vu les niveaux supposément nécessaires pour rendre Madame Cash malade. Pour lui, l'Oldsmobile aurait dû rester radioactive, même faiblement, après une telle rencontre. Sauf que les rayonnements gamma ou même bêta ne rendent pas les choses radioactives. Et attention, c'est pas une question de durée ou d'intensité d'exposition, c'est juste que la radioactivité ne se transmet pas comme ça. Je vais vous l'expliquer avec l'analogie d'un feu de camp. Le bois et la braise qui brûlent se désintègrent en irradiant de la chaleur. C'est exactement ce que fait de la matière radioactive. Elle se désintègre et émet un rayonnement. Plus vous vous éloignez du feu, moins vous sentirez la chaleur. Pareil pour une irradiation, plus vous vous éloignez de la source, moins vous serez exposé. Et pour un feu comme pour de la matière radioactive, si vous enlevez la source, vous enlevez le rayonnement. Vous n'êtes pas devenu un feu de camp en recevant sa chaleur, pas plus qu'être irradié ne vous rend radioactif. Pourtant, en septembre 81, le Bureau de contrôle des radiations, qui dépend du département de la santé du Texas, a été missionné pour détecter des traces de rayonnement. Les mesures n'ont rien donné, pas plus que les prélèvements effectués, que ce soit sur les lieux supposés ou aux alentours, ce qui est donc tout à fait logique. Mais alors, les gars du département de la santé sont des nuls et n'y connaissent rien en radioactivité, eux non plus ? Plus probablement, et l'affaire ayant été largement médiatisée cette année-là, les autorités ont voulu rassurer la population sur l'absence de danger et de matériel ionisant dans le secteur. Ça va plus vite de sortir un rapport et un communiqué avec écrit « y a rien » plutôt que de donner des cours de physique. Ceci étant, il y a pourtant bien eu quelque chose. 3 personnes sont bien tombées malades et ont vu leur santé affectée plusieurs mois durant. C'est ici qu'intervient un autre enquêteur, Alan Hendry, qui travaille en parallèle de Schuessler, mais pour un autre organisme. Pour expliquer les symptômes physiques des témoins et après échange avec des médecins, Alan Hendry émet l'hypothèse d'une contamination chimique. Celle-ci expliquerait les séquelles physiques, y compris les pertes de cheveux, les différents niveaux d'exposition et le rétablissement des témoins, ce qui n'aurait pas été possible dans le cas de radiation. Dans les conclusions de son rapport, Hendry n'indique pas d'où serait venu le contaminant, mais si on reprend mon hypothèse d'un engin au moins partiellement propulsé avec un dérivé de kérosène, la toxicité des vapeurs de combustion de celui-ci pourrait être une piste. Plus globalement, Hendry avance que les événements de ce soir-là étaient une opération militaire d'entraînement, une sorte d'exercice du jeu du chat et de la souris, l'objet vu, et sans doute mal identifié par les témoins, ayant pour rôle de se cacher pour être retrouvé et escorté. Sauf que tout ça ne fonctionne pas et ne fait que rajouter des hypothèses pour expliquer d'autres hypothèses, car toute l'histoire repose sur 3 piliers. Le récit des témoins, les traces constatées sur place et les séquelles physiques mises en avant par Schuessler, puis reprises depuis des décennies par les articles et vidéos sensationnalistes. Concernant les témoignages, comme dans tous les cas médiatisés, ils changent et se dramatisent avec le temps. Dans cette affaire, Betty Cash et Vicky Landrum avaient enregistré en février 81 une première version de leur histoire sur bande magnétique. On y apprend qu'à cette date, ni l'une ni l'autre n'avaient pu voir ni même discerner la forme de l'appareil, tant celui-ci était brillant. C'est Colby plus tard qui dira qu'il avait la forme d'un diamant, et c'est dès lors ce que les 2 femmes diront avoir vu. Elles rajouteront par la suite des hublots et préciseront même qu'il faisait sombre à l'intérieur de l'objet. Betty a toujours affirmé que l'engin a fait caler le moteur de sa voiture au milieu de la route après qu'elle ait freiné en urgence. Mais dans sa première version, elle dit s'être garée sur le bas-côté, avoir mis le frein à main et éteint elle-même le moteur. La poignée de la porte trop chaude des premiers mois. Dans une reconstitution pour une émission de télévision, elle dira qu'elle a laissé des morceaux de peau collés sur la poignée, tellement celle-ci était brûlante. Les examens ultérieurs sur la voiture ne montreront aucune détérioration ou altération des plastiques, peinture ou pneus du véhicule. Et aucune trace ou cicatrice dans ses mains, ce qui aurait dû laisser des lambeaux arrachés. La crise de panique du petit Colby à l'apparition de l'engin. Dans les entretiens où on lui demande comment il a réagi lorsqu'il a vu l'objet, il déclare « J'étais juste assis et je me demandais ce que c'était. Je me sentais bien, j'ai juste eu mal au ventre et la colique le lendemain. » 3 personnes se font un resto à volonté et ont le lendemain mal au ventre, la colique et des rougeurs. Y'a que moi qui m'interroge sur la fraîcheur de la charcuterie du buffet. Pour l'anecdote, Vicky Landrum s'était faite hypnotiser pour l'une des émissions de télé par un docteur spécialiste décontacté.
c'est-à-dire des gens qui disent avoir été contactés par les extraterrestres. L'enregistrement de son histoire ainsi racontée tient lieu pour elle de preuve absolue de la véracité des événements. Côté médical, la fiabilité de leur récit ne vaut hélas guère mieux. Lorsque Schussler retranscrit le témoignage de Betty, il parle de cheveux qui s'en vont par poignées dès la première nuit, de rougeur et de cloques sur la peau qui s'en va en lambeaux. C'est ce qui deviendra la version de Madame Cash. Pourtant, le rapport médical de sa première hospitalisation note qu'il n'y a très peu, voire pas, de perte de cheveux. Un gonflement du visage est bien présent, mais diagnostiqué comme une cellulite cervico-faciale, une infection qui peut avoir comme origine une dent mal soignée ou une angine. Et je vous rappelle que les événements ont lieu tout début janvier. Elle sera traitée avec des antibiotiques et son état s'améliorera. Les pertes de lambeaux de peau dont les deux femmes et Schussler font mention ne semblent pas non plus avoir été remarquées par les médecins. Et il n'y en a aucune photo. Les cas étant pourtant décrits comme exceptionnels et inexplicables. Des pertes de cheveux seront bien photographiées sur Betty Cash par la suite, après ses séjours hospitaliers. Ces pertes mettent à nu deux larges parties de son cuir chevelu où l'on peut voir un début de repousse, mais lier ces pertes à une irradiation colle assez peu aux symptômes connus en pareil cas. Déjà parce que les pertes sont très localisées alors que c'est la densité globale de la chevelure qui aurait dû être affectée, avec également des pertes au niveau des sourcils. Ensuite parce que, très souvent en pareil cas, les cheveux qui repoussent sont gris-blanc, comme on observe lors des radiothérapies par exemple. Deux explications sont avancées par les médecins. Le développement d'une alopécie partielle due au stress, mais cette hypothèse est peu probable étant donné la zone très localisée du phénomène. L'autre possibilité, c'est la patiente qui s'arracherait elle-même les cheveux par tic nerveux ou dans une forme de syndrome de Munchausen. Notez bien que dans cette histoire, il n'y a aucun élément médical grave qui soit relevé ou consigné par le personnel soignant, ni qui ressorte des différentes analyses faites. Betty et John disent que l'hôpital a effectué un traitement contre des brûlures par radiation, mais il n'en existe aucune mention dans son dossier. Il n'y est question que d'une banale infection, de rougeur superficielle, d'irritation et de diarrhée. C'est d'autant plus suspect que les cas d'irradiation aiguë font l'objet d'un suivi scientifico-médical très poussé. Les cas sont rares, les conséquences très lourdes et le temps pour agir très court. Alors si en plus la personne s'en remet et ressort de l'hôpital 15 jours plus tard... Mais pour le cancer que Betty Cash a développé 3 ans après les faits nécessitant une double mastectomie. Une coïncidence alors ? Ce point révèle justement quelques aspects plus troubles de ce cas. À part John Schussler, aucun enquêteur n'a eu accès au dossier médical de Betty Cash pour avoir connaissance de ses antécédents médicaux précédant la soirée du 29 décembre. Interrogé à ce sujet, John refuse d'en parler. Il refuse aussi de donner ces informations à des médecins qui proposent gratuitement leur aide dans cette affaire. Est-ce qu'il existerait des preuves de problèmes cancéreux antérieurs aux événements de cette nuit-là, affaiblissant encore l'histoire que Schussler vend à chacune de ses conférences ? Sans accès au dossier médical et avec les réponses très évasives de l'enquêteur à ce sujet, difficile de répondre. Mais que Betty Cash ait indiqué lors de son entretien à la base militaire de Bergstrom en août 81 avoir subi une hystérectomie 20 ans plus tôt est un sérieux indice. Qu'elle n'ait pas d'assurance maladie pour couvrir des examens et un suivi oncologique régulier en est un autre. Concernant Vicky et Colby Landrum, c'est encore plus simple. Il n'y a aucune donnée scientifique du tout. Madame Landrum a bien, elle, une assurance maladie dont elle confirme qu'elle pourrait prendre en charge des examens. Mais elle n'ira consulter de spécialistes ou même de généralistes ni pour elle, ni pour son petit-fils. Elle ira seulement voir son opticien pour son problème de vision passager, en dépit des allégations d'irradiation mises en avant par John Schussler. L'état de son petit-fils ne devait donc pas être si préoccupant. Ah mais j'y pense, on a oublié un truc. Il s'est passé où déjà cet incident ? Le déroulé des faits et l'endroit supposé que j'ai mentionné, que vous retrouverez dans tout ce qui a été fait sur le sujet, vient d'un reportage télévisé de la fin de l'année 81. Il a été réalisé par une émission à sensation dédiée aux ovnis et au paranormal. C'est John Schussler qui indique l'endroit précis et exact des faits, d'après les indications de Vicky et Betty. Sauf que, quelques mois plus tôt, lors de leur entretien à la base de Bergstrom, elles avaient été incapables de situer les lieux sur une carte, de même lorsqu'Alan Henry les avait interrogées à ce propos.
Des enquêteurs se rendront par la suite sur le site désigné et referont même l'ensemble du trajet qu'elles disent avoir emprunté, sans y trouver les arbres brûlés mentionnés par M. Schussler, ni de traces sur la route ou le bas-côté. Oui, parce que la route, elle a dû prendre cher avec ce qui a été décrit. L'asphalte fond à moins de 200 degrés. Un échappement de tuyère, c'est plusieurs milliers de degrés, sans parler du souffle des gaz éjectés, concentré ici sur quelques mètres carrés pendant 10 à 15 minutes. La chaussée aurait dû être vaporisée sur une large zone. Mais aucune trace de cela, ni même d'éventuels travaux de remise en état. Ni d'herbe ou d'arbres partiellement ou totalement brûlés. Rien. En fait, c'est la présence d'un engin à cet endroit qui n'est pas crédible. Même des appareils comme le Harrier ou le F-35 Lightning, des chasseurs à décollage vertical, ne rentrent pas dans ce scénario. Ils n'ont pas de flammes visibles, ne sont pas lumineux et sont très loin des dimensions supposées de l'engin observé. Ils ne dégagent pas non plus une telle chaleur à plusieurs dizaines de mètres. Et enfin, un vol stationnaire très gourmand en carburant ne représente que peu d'intérêt en mission. Et cette histoire de la vingtaine d'hélicoptères, alors, spécifiquement des Chinook CH-47, siglés United States Air Force. John Schussler affirme qu'ils proviennent de la base militaire de Fort Hood située dans le nord-ouest de Houston. Mais là aussi, plusieurs raisons font que l'hypothèse ne tient pas. D'abord, la distance. Cette base est située à plus de 250 km du lieu de l'incident. Et la distance franchissable des lourds CH-47, qui sont des gouffres à kérosène, n'est que de 185 km. Ils n'auraient juste pas pu arriver sur place. Ensuite, la logistique. Chacun de ces appareils nécessite 3 à 4 membres d'équipage, plus le personnel au sol, soit à minima une centaine de soldats et techniciens, vu le nombre d'appareils supposément impliqués. Or, comme l'a montré l'enquête d'Alan Hendry, les bases militaires sont quasi à l'arrêt sur cette période de l'année. Le personnel prend ses congés pour passer les fêtes en famille. Le choix stratégique aussi est illogique. Le CH-47 est imposant, visuellement impressionnant, mais il est à peine armé et destiné au transport de troupes sur de courtes distances. Il n'y a aucune raison de l'utiliser pour une mission de recherche ou d'escorte d'un autre appareil. Enfin, il y a une dernière incohérence de taille. L'inscription United States Air Force que Betty et Vicky, y compris dans leur entretien à la base militaire de Bergstrom, affirment avoir vue. Et ça paraît logique, un hélicoptère dans les forces aériennes. Sauf que comme je le disais, les CH-47 sont destinés au transport de troupes et de matériel léger. Seule l'armée de terre en possède. Il n'y en a aucun dans l'Air Force. Ils sont tous siglés uniquement Army. Mais comme vous êtes attentif, vous vous souvenez du témoignage du pilote qui dit avoir participé à un vol de recherche d'OVNI et se serait ensuite rétracté. Témoignage rapporté par Betty et Vicky, puis repris par John Schussler comme preuve d'un complot. Sauf que pour le coup, ce témoignage est authentique. Le pilote a été retrouvé et interrogé par Alan Hendry, à qui il confirme bien avoir été envoyé en mission suite à une observation d'OVNI. Et il ne se rétracte pas, il confirme son témoignage. Mais c'était en 1977, un peu plus de 2 ans avant les faits, et pas dans un CH-47. Le pilote l'a bien dit à Vicky et Betty et l'information qui a été vérifiée a par la suite été transmise à John Schussler, qui ne l'a pas prise en compte. Enfin, dans le cadre d'une émission dédiée aux ovnis, un appel à témoins avait été lancé pour trouver d'autres personnes ayant, ce soir-là, observé le phénomène. 2 témoins se manifesteront. L'un déclarera avoir entendu des bruits d'hélicoptères sans les avoir vus, l'autre, jouant à l'extérieur avec son fils, déclarera avoir aperçu 4 à 5 CH-47 sans pouvoir confirmer le jour exact. Il ne mentionne pas d'objets brillants ni d'autres aéronefs inhabituels. Toutes les bases militaires contactées aux alentours confirmeront l'absence de vol de CH-47 sur cette période. Leur seule provenance possible aurait été depuis un navire stationné en baie de Houston, où ils se font parfois des exercices de récupération de troupes. Cette option n'a jamais pu être confirmée ou infirmée, l'enquête sur cette hypothèse ayant été menée après le délai légal de conservation des plans de vol. Bien. Dans toutes ces explications, vous avez sans doute noté que le nom de John Schussler revient assez souvent. C'est lui qui émet les théories, choisit les preuves et construit le scénario. Il est consultant pour les émissions télé et mène les conférences mettant ce cas et l'organisation ufologique dont il est le fondateur en avant. Sa réputation et sa carrière entière sont bâties sur cette affaire et sur le livre qu'il en a tiré, étant par ailleurs le seul bénéficiaire des droits d'auteur, au préjudice donc des personnes impliquées.
Ça me fait d'ailleurs penser que ce type de comportement a déjà été observé dans des domaines touchant à l'occulte. J'en connais qui ont sorti Pénélope pour moins que ça. Mais revenons à nos victimes. Betty Cash, sans assurance, doit faire face aux frais élevés de ses différentes hospitalisations. Vicky Landrum, elle, semble juste avoir cherché les responsables des problèmes de santé de son amie. Alors, que s'est-il passé ce soir-là ? Toutes les enquêtes, sauf celle de Schussler, concluent en l'absence d'ovnis ou d'autres appareils et en l'absence de radiation. Il n'y a pas vraiment de scénario qui se dégage des autres, alors je vous propose le mien. Le 29 décembre 1980, sans possibilité de faire la soirée bingo prévue, Betty Cash, Vicky et Colby Landrum se rendent dans un restaurant en bordure de route. Ils y profitent du buffet de charcuterie sans se douter qu'être végétarien aurait été préférable cette fois-là et se remettent en route. En chemin, ils sont survolés par 2 ou 3 CH-47 en exercice à basse altitude, dont le vacarme des doubles rotors et les projecteurs dirigés vers le sol les surprennent ou les impressionnent. Les 3 protagonistes se réveillent le lendemain avec des douleurs intestinales, des plaques rouges sur le corps et une courante carabinée due au salami, bacon et œufs pas frais de la veille. Betty Cash a en plus un important gonflement du visage et sur une partie du cou à cause d'une angine mal soignée. Et alors que quelques jours plus tard Vicky et Colby vont mieux, l'infection et l'état de Becky empirent. Pour Betty Cash et son ami, la connexion se fait. Ces problèmes inhabituels sont forcément liés à un événement inhabituel. Leur survol par les hélicoptères. Par la suite, tous les soucis de santé de Betty seront forcément liés aux événements de ce soir-là, alors même qu'elle présentait des antécédents de cancer, de problèmes cardiaques, qu'elle a des problèmes de diabète dans sa famille et pas d'assurance santé pour s'assurer d'un suivi médical correct. Alors c'est comme par hasard que quand elle croise un hélicoptère, elle tombe malade ? Bah oui. Comme des dizaines de milliers de bonnes ou mauvaises choses qui vous arrivent dans votre vie et auxquelles vous ne faites pas attention. Mais la fois où il vous arrive 2 choses inhabituelles le même jour, vous avez le déclic. L'horoscope dit que c'est votre jour de chance et vous trouvez un euro dans la rue, c'est la preuve que les horoscopes ça marche. Et vous appelez les 364 autres jours de l'année où c'était foireux. Ou alors la variante, j'avais ce slip quand j'ai eu mon bac, depuis je le mets dès que je passe un concours et il me porte chance. Mais c'est juste votre cerveau qui est conçu pour faire des connexions entre tout ce qu'il voit, et ça veut pas dire que ces connexions existent. Mais ça n'explique pas comment elles sont passées d'un survol de leur voiture par des hélicoptères à une rencontre avec des ovnis et un complot du gouvernement. Mais si je vous montre ceci, est-ce que ça ne vous évoque pas le cas qui nous occupe aujourd'hui ? Le moteur qui cale, la lumière aveuglante, la jauge de température qui chauffe, le bip strident, le vacarme autour de la voiture. Et ce passage avec un objet brillant qui illumine la route, la radio qui parle d'un objet grand comme une maison, et le personnage qui dès le lendemain a le visage brûlé par un coup de soleil, ça vous dit toujours rien ? Les cinéphiles auront bien entendu reconnu Rencontre du troisième type, sorti 2 ans plus tôt, et qui a marqué son époque. Je trouve la similitude des situations assez troublante. Dès le début, Betty considère que l'armée est responsable de ses soucis de santé et que le gouvernement est complice. Ce discours anti-gouvernement transparaît et s'affirme de plus en plus au fil des mois. Betty allant même jusqu'à déclarer à la télévision que l'armée et le gouvernement ont détruit sa santé, sa vie et attendent maintenant qu'elle meure pour finir d'étouffer l'affaire. Alors si elle et Vicky n'ont pas de preuves pour faire éclater leur vérité, que John Schussler ancré pour attirer l'attention des médias peut leur paraître légitime. Et allant pour Betty, comme évoqué par des médecins, jusqu'à développer un syndrome de Munchausen en s'arrachant les cheveux pour accréditer la thèse des radiations. Concernant les suites de cette histoire, le procès qu'elles ont intenté n'aboutira pas, l'accusation ne pouvant prouver la présence de CH-47 militaires sur les lieux, de traces de radiation, que l'armée ait utilisé ou transporté de matière radioactive ce soir-là, ou même que les symptômes des plaignantes soient liés à une irradiation. Elles tenteront de rouvrir l'affaire en 1990 pour montrer que les représentants du gouvernement mentent dans ce dossier. Mais sans succès. Betty Cash s'éteindra en décembre 1998, 18 ans après les faits, à l'âge de 69 ans. Vicky Landrum est partie en septembre 2009 à l'âge de 83 ans. Colby Landrum est toujours vivant à ce jour, sans problème de santé particulier, et est père d'une petite fille. John Schussler, qui a pris sa retraite en 2022, et son organisation MUFON, auront été les seuls à retirer un bénéfice de notoriété et financier certain de cette affaire. Levez les yeux au ciel
Soyez astronogeek. Et à la revoyure. Si cette vidéo vous a plu, que diriez-vous d'une autre enquête sur un phénomène ovni ? C'est la vidéo qui se trouve juste là.